On en sait donc beaucoup plus ce soir sur l'attaque au couteau qui a eu lieu hier soir à Bordeaux, qui a fait 2 morts, dont l'assaillant. Ce qu'il faut dire, c'est que le caractère terroriste, à ce stade, est écarté. Bonsoir Pierre Barbin. Pierre, vous avez suivi cette conférence de presse pour BFM TV. Revenons tout d'abord sur le déroulé des faits, puisque le scénario de la soirée se précise. Oui, tout se déroule aux alentours de 19h30 sur les quais de la Garonne où on se trouve actuellement à proximité donc du miroir d'eau de Bordeaux. C'est un lieu prisé tant par les habitants de la ville que par les touristes. Il y avait donc beaucoup de monde hier soir, comme il y a encore beaucoup de monde ce soir. Il y a notamment 2 hommes de nationalité algérienne qui boivent de l'alcool lorsqu'une tierce personne, l'assaillant donc, va venir à leur rencontre, leur reprocher cette consommation d'alcool. Il va d'abord leur asséner plusieurs coups de poing, puis il va sortir un couteau. Il va donner 9 coups de couteau à la première personne, la victime de 37 ans qui est malheureusement décédée. 9 coups de couteau au niveau du thorax. La deuxième en recevra 3 pareils exactement au niveau du thorax. Cette victime qui est grièvement blessée et transportée en urgence absolue au CHU de Pellegrin. On sait aujourd'hui que ses jours ne sont plus en danger parce qu'elle a subi plusieurs opérations. Ce que l'on peut dire également, c'est que l'assaillant, après avoir agressé ces 2 personnes, prend la fuite sur ces quais de la Garonne, marche en direction du pont de Pierre qui est situé à quelques dizaines de mètres d'ici. Les policiers, dans le même temps, sont alertés. Ils arrivent sur les lieux, voient cet agresseur, arrivent à sa rencontre, se rapprochent de cet assaillant, lui assène de s'arrêter, mais cet assaillant est menaçant, il a toujours son couteau en main, il est menaçant envers les forces de l'ordre. Selon les témoins, il y aurait plusieurs sommations de la part des forces de l'ordre, mais rien ne change. L'assaillant est donc tué par les policiers. Voilà ce que l'on peut dire sur les faits qui se sont déroulés ici hier soir sur les quais de la Garonne à Bordeaux. Merci Pierre et merci à Corentin Guisto qui est avec vous sur place et à tout de suite puisqu'on va vous retrouver régulièrement à Bordeaux tout au long de cette émission. Bonsoir Dominique Rivet. Bonsoir Alice. Ravi de vous retrouver Dominique. Bonsoir Ouizakès. Vous êtes sociologue, spécialiste de la radicalisation islamique et directrice de projet pour l'association Dialogue Citoyen. On est donc 24 heures plus tard et ce qui est nouveau ce soir, c'est qu'on en sait un peu plus sur le mobile, les motivations de l'assaillant et ce qui a déclenché cette attaque. On écoute et on en parle ensuite. L'audition de M. Saleh Karat à l'hôpital a permis de recueillir ses premières déclarations. Il en résulte qu'hier soir, l'agresseur, qu'il ne connaissait pas, se serait approché de son ami Rachid Bouab et s'en serait pris à lui avant de leur reprocher à l'un et à l'autre, dans un français approximatif, de boire alors que c'était l'Aïd. Les 2 amis lui répondaient « ça ne te regarde pas » et à ce moment-là, l'auteur leur assénait des coups de poing. C'est donc la victime blessée, Dominique Rivet, celle qui a survécu, qui a pu en fait raconter exactement ce qui a précédé l'attaque. Bien sûr, et c'est important, c'est dès hier soir, fin de soirée, on avait déjà des témoignages de personnes qui disaient avoir entendu prononcer plusieurs fois le mot alcool. Donc on avait déjà cette information qui est confirmée donc par cette conférence de la procureure de Bordeaux et le témoignage important de Saleh Karat qui a survécu à l'attaque hier de Bordeaux et qui explique ça, qui dit voilà, on buvait un verre sur la pelouse et cet homme que nous ne connaissions pas, on va rappeler quand même que Rachid Bouache et Saleh Karat viennent du même village en Algérie, ce sont des gens qui se connaissent, peut-être même des amis, ils sont tous les 2 en France et migrants, donc l'un d'eux est SDF, l'autre est hébergé par France Terre d'Asile et donc cet homme s'approche d'eux et lui raconte qu'il leur demande de ne pas boire d'alcool ou leur pose la question parce qu'on est en pleine Aïd, c'est la fin du Ramadan. Et le ton est peut-être monté. Il y a cette phrase de Saleh Karat qui dit on lui a dit mêle-toi de ce qui te regarde, voilà, on fait ce qu'on veut. Et donc il y a d'abord des coups de poing, échange de coups. Et puis les 2 jeunes gens qui jettent des canettes à cet homme qui revient vers eux, il a ce couteau. Et ce qui est important, c'est que ce couteau, il l'avait sur lui
un moment auparavant, puisque la procureure nous raconte qu'il avait déjà importuné 2 personnes qui buvaient du rosé à une terrasse. Ces fameux nouveaux éléments dont elle parle au cours de cette conférence de presse. On va écouter un extrait de ce moment-là. Mais d'abord, Louisa Kies, votre analyse du déroulé des faits et surtout des motivations apparentes de cet assaillant, c'est quoi? C'est effectivement une rixe sur fond de consommation d'alcool ou c'est plus que ça? C'est une attaque religieuse? Alors, on est dans un contexte, c'est un jour particulier pour les musulmans, c'est l'Aïd, la fête de la fin du Ramadan. Donc, c'est vrai que ce que je commençais à dire tout à l'heure, dans les médias, on a mis beaucoup en avant le fait qu'il portait un qamis, donc une djellaba, si vous voulez. L'habit traditionnel de l'homme, c'est ça? Oui, et puis on en voit plus dans les rues lorsqu'il y a l'Aïd suite à la fin du Ramadan ou ce qu'on appelle le grand l'Aïd qui arrive dans un mois et demi. D'accord. Ça arrive souvent que des gens n'utilisent pas forcément le qamis, mais lors des fêtes, de ces deux fêtes, ils le sortent. Donc c'est pas forcément quelque chose de choquant en soi. Oui. On va écouter un extrait de cette conférence à nouveau. Au moment où le profil de l'assaillant a été évoqué, profil de l'assaillant dont on sait encore assez peu de choses finalement ce soir. Aucun élément ne milite en faveur d'une attaque à connotation terroriste. L'auteur est à ce jour en cours d'identification. Il serait d'origine afghane et âgé de 25 ans. Nous sommes, quant à nous, parquet de Bordeaux, bien évidemment en lien avec le PNAT, le parquet national antiterroriste, ce dernier restant en position d'évaluation tant que toute la lumière ne sera pas faite sur les mobiles exacts de l'agresseur. Information BFM TV importante, Dominique Rizet. Cet homme n'était pas connu des services de renseignement. Absolument, cet homme n'était pas connu des services de renseignement, mais il arrive assez régulièrement que des personnes qui passent à l'acte ne soient pas connues des services de renseignement. Je parle de connaissance du renseignement. Pour des actes terroristes ou des gens qui parfois ont un dossier pour des stupes, pour des petites affaires et parfois pas de dossier du tout. En tout cas, celui-ci, a priori, n'en a pas. On va quand même rester très prudent parce que il est afghan, serait afghan, je reprends les propos de la procureure. Donc, elle nous parle d'un homme de 25 ans. Nous, on a une identité à BFM qu'on va évidemment garder, qu'on essaie de vérifier. On a quelques informations qu'on essaie aussi de vérifier, qu'on ne donne pas pour l'instant. Rien, en tout cas, sur une implication de cet homme dans d'autres affaires, ou des dossiers, ou le fait qu'il soit connu. Mais il faut être prudent. Et ça n'empêche pas, on est dans quelque chose, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Kies, parce que l'affaire de Samara, de cette jeune femme qui s'habille à l'européenne, alors si les jeune fille, pardon, pardon, vous avez raison, et qui s'habille à l'européenne, si les faits sont confirmés, si c'est bien, visiblement on va vers ça, et on le lui reproche, elle est française, ceux qui vont l'agresser sont françaises aussi, et français. L'affaire de Chemseddine, qui a le malheur d'aimer une jeune fille, et qui a des frères et qui n'autorise pas Chemseddine à aimer ou à échanger avec elle. Là aussi, on est chez des Français. On a ce problème qu'on a ici de police religieuse et de police de la pensée. On est avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police Nationale. Il se trouve que celui qui a neutralisé, le policier qui a neutralisé l'assaillant, Monsieur Jacob, fait partie de votre syndicat. Vous avez donc pu échanger avec lui ces dernières heures. Vous allez nous raconter dans un instant ce qui s'est dit au cours de cette conversation importante, j'imagine. Mais d'abord un mot sur l'enquête. La procureure a expliqué qu'il fallait encore faire parler les caméras de vidéosurveillance et que d'autres témoins seraient auditionnés. À quoi ça peut servir et qu'est-ce que ça peut nous apprendre de plus selon vous? Bonsoir Alice Derfeuille. Écoutez, des vidéos, il y en a déjà quelques dizaines, voire au moins une dizaine qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc on a déjà beaucoup d'images. Bien évidemment, la vidéosurveillance de la ville va permettre d'affiner l'enquête et de connaître de A à Z le déroulé des faits et de déterminer un peu plus dans quelles conditions tout cela s'est passé, même si on a déjà beaucoup de témoignages, de déterminer le sens de l'orientation de la qualification judiciaire. Vous le disiez il y a quelques minutes sur votre plateau, la procureure ne retient pas en l'état l'acte terroriste, mais permettez-moi quand même, par rapport à la conversation que j'ai eue dès hier soir, tous les faits qui m'ont été rapportés ont d'une part été confirmés par la procureure aujourd'hui. Elle ne ferme pas la porte sur l'attentat, bien que ça soit pas retenu pour le moment. Et moi, je ne peux pas entendre dire que porter une
djellaba, c'est rien, comme ça a été dit sur votre plateau, alors que cet individu portait également un kéfier et que seuls les yeux étaient visibles. Il était complètement dissimulé. Alors, excusez-moi, quand on s'en prend à des personnes grimées de la telle manière, porteurs d'un couteau, qu'on commet un acte criminel sur la base d'une idéologie religieuse parce que les individus, les personnes victimes de cet individu buvaient de l'alcool, je reprends le dictionnaire, ça s'appelle un attentat. Donc pour vous, la dimension terroriste devrait être retenue. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Et en l'occurrence, on n'a pas parlé de djellaba, on a parlé du camis. Et notre invité a expliqué dans quelles circonstances cette tenue était portée par les musulmans. Je vais vous faire réagir, Denis Jacob, à cet autre extrait de la procureure qui parle de 2 nouveaux éléments en plus qu'il va falloir encore analyser. Toutefois, 2 nouveaux éléments méritent d'être évoqués ce soir. Le premier, c'est un nouveau témoignage recueilli dans l'après-midi qui fait état d'une première altercation hier soir, juste avant les faits, suivie de violences entre l'assaillant et 2 autres individus pour un motif a priori similaire. Ainsi, l'auteur aurait pris à partie 2 individus parce qu'ils buvaient du rosé en ce jour d'Aïd. S'en serait suivi alors un coup de poing et un coup de coude avant que l'agresseur n'exhibe un couteau en leur demandant de venir se battre. Il serait finalement parti et aurait poursuivi son chemin en direction du miroir d'eau. Les auditions des témoins et victimes sont en cours pour corroborer cet épisode préalable aux faits criminels. Ça change quoi, Denis Jacob, ce qui a été raconté par la procureure, le fait qu'il y ait eu cette altercation avant ce passage à l'acte? Qu'est-ce que ça raconte, selon vous, de ce qui s'est passé dans la tête de cet homme? Sa détermination? Ça confirme tout simplement ce que je viens de vous dire, c'est que ça laisse ressentir une certaine préméditation, la volonté de trouver des individus qui sont identifiés comme étant des individus musulmans. Il me semble que dans l'enquête, il a été déclaré par un témoin que cet individu les aurait, notamment les 2 victimes, traités de mécréants. Donc, visiblement, il était décidé à trouver des personnes musulmanes qui ne respectaient pas la période de la fin du Ramadan et que la première altercation ne s'est pas fort heureusement concrétisée par un acte dramatique, mais malheureusement, ça l'a été sur le secteur du Miroir à Bordeaux. Donc... Que vous a raconté en quelques mots, s'il vous plaît, votre collègue qui s'est retrouvé face à cet homme hier et surtout dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? Vous savez, ça s'est passé en une fraction de seconde. Il faut savoir qu'entre le début de l'affaire et la neutralisation de l'individu, s'est écoulé 7 minutes. Ça veut dire que les policiers sont intervenus très très rapidement. Ils se sont retrouvés face à un individu qui, après avoir commis son crime, a voulu s'en prendre physiquement à un des policiers, puisque cet individu ne s'est pas enfui. Il a été pris en tenaille par la police. Il avait le bras tendu avec le couteau. Il a voulu asséner des coups de couteau à mon collègue qui a utilisé donc son arme, le HK G36, et naturellement il est tombé immédiatement au sol, l'individu, et notre devoir aussi c'est de neutraliser des individus, mais c'est aussi de porter secours. Et mon collègue, donc Bruno Vincendon, qui a eu l'occasion de s'exprimer sur votre chaîne dans l'après-midi notamment, eh bien a prodigué les premiers massages cardiaques, parce que ça fait partie de notre mission que d'essayer malgré tout de sauver la vie, même si c'est une personne qui vient de commettre un crime. Alors, vous savez, on n'est pas policier pour tuer, on est policier pour protéger, et vous comprenez bien que psychologiquement, les collègues, ils doivent vivre avec ça. Merci beaucoup Denis Jacob. Je remercie aussi Nicolas Florian. La procureure a bien insisté effectivement sur le fait que tout avait été tenté par ce policier avant de décider d'abattre l'assaillant. En un mot vraiment, Dominique, avant de partir en pub, le fait qu'il y ait eu cette altercation avant cette attaque, ça raconte quand même aussi que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Bien sûr, hier soir à Bordeaux. Absolument, ça aurait pu être bien plus dramatique. Il aurait pu poignarder les premières personnes qu'il a dû consommer de l'alcool, continuer ensuite. Et puis c'est l'histoire du périple meurtrier, la loi, qui autorise maintenant des policiers, quand quelqu'un, ce qui s'est passé hier, a poignardé des gens et se déplace vers un autre lieu pour très vraisemblablement continuer à faire la même chose, autorise les policiers à faire feu.
C'est ce qui s'est passé. Merci Dominique, vous restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite.